Cuba, la plus grande île des Antilles. Colonie espagnole jusqu'au XIXe siècle, ses luttes pour l'indépendance et l'abolition de l'esclavage durèrent 10 ans. De 1940 à 1960, Cuba fut massivement investi par les mafias italo-américaines qui firent du blanchiment d'argent à grande échelle. Fidel Castro entre en révolution dès 1953 et finit par renverser la dictature de Batista en 1959. Les affaires se gâtèrent ensuite avec les États-Unis lors de la nationalisation des avoirs étrangers. Après l'échec du débarquement de la baie des Cochons en 1961, les États-Unis mirent en place un embargo économique. La Havane vient de fêter son 500e anniversaire. Avec 2,5 millions d'habitants, c'est la capitale et le centre économique de Cuba. Fondée en 1519, elle est devenue pour les Espagnols la clé du Nouveau Monde et le rempart des Caraïbes. Nous avons loué une casa particular du réseau Airbnb. C'est sur la 25e rue, tout près du Malecón, le célèbre front de mer de la Havane, dans le quartier de Vedado. C'est frugal, mais propre. Gracias, gracias, gracias. Quiero agradecer a quien corresponde. En face, une petite épicerie, une ruelle d'où sort le livreur de pain. Modeste quartier populaire où l'on est surpris de trouver ces belles américaines. De ma chambre, je vois la mer. Key West et la Floride sont en face, à 150 km. Le monde défile sous nos yeux, mais aussi les gardiens du blocus. Les Cubains sont emprisonnés sur leur île merveilleuse, mais ils nous remercient encore d'être venus. Gracias, gracias. Ce matin, nous tournons à gauche. Voici le monument du Maine, le cuirassé américain que les Espagnols firent exploser en 1898, ce qui mena à l'indépendance de Cuba. Surplombant la côte, voici le majestueux hôtel national de Cuba. Quelques belles américaines attendent les clients. Ce palace mythique de 1930 est classé au registre de la mémoire de l'UNESCO. Il fut fréquenté par de nombreuses célébrités dont on a bien noté les choix de menus. Crêpes Suzette pour Gary Cooper, gâteau au fromage pour Jean-Paul Sartre. Pour moi, ce fut une petite pizza. Le palace accueillit aussi, en décembre 1946, la conférence de la Havane du syndicat national du crime de la mafia américaine. Frank Sinatra animait les galas. Martine prend l'air. Le quartier de Vedado est aussi symbolisé par l'immeuble Foxa, un énorme édifice de 1956 qui fut nationalisé en 1960 comme l'ensemble des propriétés privées de Cuba. Vedado est un quartier administratif qui a cependant conservé plusieurs belles résidences. Gracias, 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 gracias.
quartier résidentiel et populaire de la Habana Centro. Une première ruelle débouche sur l'ancien cimetière Espada, dont les tombes sont enchâssées dans les murs. Puis c'est une ruelle colorée, le Callejón de Hamel, qu'on a laissé aux mains des artistes. On y boit et on y danse jour et nuit. Des sculptures, des poèmes aussi, des incantations vaudou et quelques potions magiques. C'est un temple de la peinture murale qui est florissante dans les rues de La Havane. Même la baignoire du Petit Prince. Rendons-nous maintenant à la rue San Angel. Je suis fidèle, bien sûr. Martine rend visite à son ami Jean Fugère, qui s'est aménagé un petit paradis sur les toits du gîte La Porta Rosa. Le panorama est vaste, mais cet élevage de poulets est surprenant. En face, le resto français Michifu. Avec un nom pareil, on devrait pouvoir y manger des sushis à la mode de Caen. Un rare centre commercial, car ici, les marchandises sont rares et les clients ne sont pas riches. Une école maternelle dans un ancien palais du parc Santa Varela. Siège de commission électorale, un réparateur d'appareils électroménagers et un réparateur de choses mystérieuses. Et Texa, le seul fournisseur d'accès Internet, très aléatoire et très surveillé. Nous pénétrons maintenant par la rue Reina dans le Barrio Chino, soit le quartier chinois de La Havane. Le marché de la Grande Muraille. Attention au fil électrique dans l'escalier. Ça, c'est vraiment Pékin. Mais cette belle jeunesse, elle, est bien d'ici. En fait, elle vient d'ailleurs, mais c'est une autre histoire. En sortant du quartier chinois, nous arrivons sur l'immense place de la Fraternité dans le quartier du Capitole. Le Grand Théâtre de 1838 est l'un des plus imposants du monde. Et voici l'incontournable Capitole de La Havane. Il fut construit en 1929 par l'architecte cubain Eugenio Piedra. À cette époque, les États-Unis étaient à l'honneur dans le pays. Chaque État américain possède son Capitole et Cuba a voulu le sien. Le Capitole de La Havane est ainsi le deuxième plus grand après celui de Washington. Abrita le Congrès national de Cuba jusqu'en 1959 et il est désormais le siège de l'Académie des sciences. Pour le 500e anniversaire de la ville en 2019, le dôme du Capitole fut recouvert de nouvelles feuilles d'or, cadeau de la Russie. La statue d'Abraham Lincoln, un grand républicain, n'a jamais été déboulonnée. La principale avenue de la ville
le Paseo de Martí, du nom de José Martí, héros national, philosophe, journaliste et poète, apôtre de l'indépendance et fondateur du Parti révolutionnaire. En descendant le Paseo de Martí, on arrive au Parc Central, centre vital de La Havane. C'est d'ici que partent les grandes lignes d'autobus et c'est également ici que l'on choisit sa belle américaine ou son plus modeste coco-taxi. L'hôtel Inglaterra et sa terrasse toujours très animée. Nous montons à la terrasse de l'hôtel Parque Central pour prendre un verre et admirer la capitale. Le Paseo de Martí, Parque Central ou, comme on dirait en France, un magnifique parking. De la terrasse de l'hôtel, le panorama est saisissant. D'une part, la riche architecture coloniale espagnole est restée préservée des ravages du modernisme. Les immeubles sont des témoignages de la splendeur passée. Mais d'autre part, sous le nouveau régime communiste, les anciens palais sont désormais occupés par des familles pauvres qui n'ont pas plus les moyens de les entretenir que l'État socialiste qui se trouve en sérieuses difficultés financières. À Cuba, on se console avec le rhum. Le ciel est parfois bien tourmenté, mais les gens chantent. Et ensuite, ils dansent la rumba. Le quartier de la vieille Havane est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voici l'état des fouilles effectuées dans les ruines des plus anciennes fortifications de la ville. Nous allons partir du parc central et nous descendrons les rues Obispo et O'Reilly. Les restaurations rendent graduellement au quartier sa splendeur d'antan. La Havane s'est faite belle pour son anniversaire. Guajira Guantanamera, mi divina Guajira, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera, Ville de musique et d'architecture coloniale de style hispano-andalou. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero. Nous voici à la place d'Armes. Su mano franca. Ancien siège du gouvernement, le palais municipal est devenu musée de la ville. Au centre de la cour, Christophe Colomb.
En fait, ce serait plutôt un musée de la première révolution cubaine du 19e siècle, avec les drapeaux des régiments, les armes, même un canon artisanal et bien sûr des souvenirs du grand José Martí. Ce vieux monument, El Templete, personnifie la fondation de la capitale cubaine. Le château de la Real Fuerza, la force royale, est la forteresse militaire construite au XVIe siècle pour protéger la ville des attaques maritimes. Le gouverneur de Cuba résidait ici. La rue Saint-Ignace va maintenant nous conduire à la cathédrale. La cathédrale San Cristobal, Saint-Christophe de la Vierge Marie de l'Immaculée Conception, fut construite par les Jésuites sur les ruines d'un ancien ermitage. La boîte aux lettres de l'ancienne poste centrale. La petite rue Carteles, aux tables garnies et bien ventilée. Si le château fort, le siège central actuel de la police municipale de La Havane. Ancien peut-être, mais solide sûrement. Allez, qui veut pédaler? Il vient de s'arrêter de marcher. C'est raide, on se croirait à Pékin. Les vélos n'ont ni ressort ni amortisseur. Et l'état des routes laisse souvent à désirer. Le lendemain, nous prenons un coco-taxi, sorte de coquille d'œuf motorisée, pour aller voir la famille Romero, les parents de notre logeuse. Nous cherchons la rue Refugio. Nous descendons, c'est plus simple, car il faut traverser à pied le Paseo de Martí.
Le docteur Romero fait partie du programme des 50 000 médecins cubains qui œuvrent dans 62 pays. Leurs salaires sont perçus par l'État cubain qui ne leur en reverse qu'une partie, conservant l'essentiel pour financer ses propres programmes de santé et d'éducation. Brenda adore son père. Et l'ado, le meilleur rafraîchissement des Havanais. Bien cachée, la petite place des Saints-Anges. Du musée de la Révolution, voici le char depuis lequel le commandant en chef Fidel Castro aurait lui-même tiré sur le navire Houston durant l'invasion mercenaire de la baie des Cochons. Quartier de l'amphithéâtre, près du Comité national. Les idées immortelles que Martí irriga de son sang ne seront jamais trahies. Le fort San Salvador de la Punta garde le côté ouest de l'entrée du port de La Havane. C'est le rendez-vous des pêcheurs. Ici commence le célèbre front de mer de La Havane, le Malecón. Ces gloires du passé attendent les rénovations. Il y a encore bien du travail. Ici, c'est un peu la galerie d'art privée du peintre 2 + 2 = 5. La nuit tombe sur le Malecón. Bonne nuit les enfants. Le lendemain, nous retournons vers le port en autobus, mais pas n'importe lequel, dans une vraie wawa. Le passage en wawa ne coûte que 5 centimes. Pour 15 centimes, on peut prendre un bus avec place assise garantie. Si tous les sièges sont pris, lorsque 3 passagers descendent, 3 seulement peuvent monter. De retour à l'entrée du port, en face de nous, le fort El Morro, où étaient jadis enfermés les esclaves africains. Puis la plus grosse forteresse d'Amérique, San Carlos de la Cabana, et finalement la statue du Christ de La Havane. Le terminal des croisières, malheureusement désert, et le terminal des douanes, fils des compagnies de navigation. Finalement,
l'église Saint-François d'Assise, l'église des Marins. Friki, 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 fra. Ra, 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 ra. Carpintero, carpintero, que ahora vas a trabajar. Dime todo, todo, todo lo que necesitarás. Martillo para martillar. La Havane possède un magnifique musée des chemins de fer, rempli de vénérables locomotives à vapeur, dont plusieurs datent du XIXe siècle. Fidel Castro aurait conduit cet autorail en 1975. Visite rapide d'une manufacture de cigares. Les cigares sont sûrement fameux, mais on n'a pas le droit de fumer, ni de filmer, et sur place, on ne peut même pas acheter de cigares. Allons maintenant vers le sud-ouest du quartier de Vedado. En descendant l'avenue des Présidents, nous passons devant l'énorme monument de Miguel Gómez, l'un des leaders de la guerre pour l'indépendance de Cuba. Il fut président de 1909 à 1930 et mourut à New York. À la Quinta de Molinos, voici le joli jardin botanique de la Havane. L'immense place de la Révolution, siège du gouvernement et du Parti communiste, est dominée par le mémorial de José Martí. Les effigies de Che Guevara et de Camilo Cienfuegos demandent « Tu vas bien, Fidel ?» Nous prenons maintenant la rue Zapata vers le cimetière de la ville. Le monumental cimetière Christophe Colomb de 56 hectares fut inauguré en 1871. Entre autres célébrités, nous avons trouvé la tombe d'Ibrahim Ferrer, un des plus célèbres chanteurs-compositeurs de Cuba. Le monument des forces armées révolutionnaires. Le parc Almendarez est un grand parc forestier urbain sur les rives de la rivière du même nom. On y trouve des terrains de jeu et des amphithéâtres pour les spectacles. Ces gens attendent l'ouverture de la Fábrica de Arte Cubano, l'ancienne fabrique d'huile qui fut transformée en 2015 par un collectif d'artistes pour devenir un centre culturel très fréquenté. La Fábrica de Arte Cubano est un lieu de diffusion de l'art actuel à La Havane, avec un bar, un restaurant et une terrasse. Un pont de fer enjambe un peu plus loin la rivière Almendarez, près de son embouchure appelée Boca de la Chorrera.
C'est un autre site récréatif et un rendez-vous de pêcheurs. C'est aussi l'extrémité occidentale du front de mer, le Malecón. Nous finirons la soirée à la Casa de Artistas Creadores de Centro Habana. On présente régulièrement ici des expositions, mais ce soir, ce sera particulier, authentique et sans commentaire. Terrible vivir una vida de fidelidad y esperar el regreso de aquello que no ha de volver, contemplando la barca que viene y luego se va, como una sombra tras un cuerpo de mujer. Sabrás que no te pienso sobre mi amor. El día que no pensaba, el día que no pensaba, no me importa que salga. Se pone buena. Guantanamera, Guantanamera lo que me condena. Guantanamera, 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 Notre séjour tire à sa fin, mais Martine ne peut quitter Cuba sans aller à la plage. Avec notre amie Brenda, elle ira donc à la Playa del Este, la plage la plus populaire, à une trentaine de kilomètres du centre de La Havane. Quant à moi, j'ai pris un tour d'une journée à la campagne qui m'a conduit dans la région de Viñales. Le tabac, on venait juste de le repiquer. Alors nous avons eu droit à une présentation très élaborée sur la culture, la récolte, le séchage, la sélection des feuilles et le roulage du tabac. Il y eut même une dégustation très appréciée. Quant au rhum, nous en avions vu beaucoup à la station-service de l'autoroute. En calèche, nous sommes allés jusqu'à un observatoire d'où nous avons pu admirer
Un magnifique panorama de la belle campagne cubaine, très loin des gigantesques immeubles de la capitale. Ce vaste panorama résume assez bien la situation actuelle du pays. C'est la canopée de la Havane. On construit sa baraque sur les toits des immeubles pour avoir plus d'espace, moins de bruit, s'éloigner des gros soucis quotidiens et se rapprocher du soleil et de l'espoir. Les Cubains vivent dans un monde à part depuis 60 ans. Ils n'ont rien connu d'autre. Ce monde à part est la seule réalité qu'ils connaissent. Notre réalité à nous, celle de la planète, ils ne la connaissent que par ouï-dire ou par la télévision. Notre réalité, c'est leur fiction. Durant les 30 premières années du gouvernement révolutionnaire, l'économie cubaine fut tant bien que mal soutenue par les pays du camp socialiste. Mais après la désagrégation de l'URSS et le blocus imposé par les États-Unis, la crise économique empira. Ce fut la catastrophe que, par euphémisme, les Cubains ont appelée la période spéciale. Ils furent privés de tout, carburant, vivres, produits essentiels. Ils ont dû trouver des moyens pour survivre à tout prix en développant une créativité incroyable. L'État distribua de vieilles bicyclettes pour aller au travail. On éleva des poulets et des porcs en ville. Jean Fugère vient tout juste de nous apprendre le décès d'Eusebio Leal Spengler, qui fut le maître d'œuvre de la restauration de la vieille Havane depuis 1980. Restauration architecturale, sociale, culturelle et spirituelle. Les gens doivent travailler avec les architectes du programme à la réfection de leur maison qui ne leur appartient pas. On leur fournit le matériel, l'aide et la supervision nécessaires, mais ce sont eux qui construisent. Ce programme, mais nous en avons vu de beaux résultats. Tout ne marche pas bien ici, mais ce qui roule le mieux, ce sont encore les véhicules. Ils ont donné à la ville un cachet particulier. Les Wawa et autres autobus ne coûtent pas très cher et fonctionnent à peu près bien. Mais les touristes sont prêts à payer un peu plus. Ici, pas besoin d'essence. Ici non plus, mais c'est plus cher. Le Coco Taxi est mon préféré. Original, souple, privé et sympathique. Les belles américaines sont pour les nostalgiques fortunés. Elles consomment beaucoup, mais sont impressionnantes. Ce sont pour la plupart des véhicules des années 50. Imaginez, des voitures de 60 ans. Pour sûr, elles sont bien entretenues, elles paraissent toutes neuves. La police régule bien le trafic et elle est efficace. Mais il y a des accidents et comme vous l'avez déjà compris, les nids de poules sont nombreux. Bien sûr, il n'y a ni concessionnaire, ni pièces livrées par Amazon. On apprend là aussi à tout faire soi-même, mécanique et carrosserie. Il n'y a même pas de garage. On met une enseigne au-dessus de sa porte, spécialiste en Chrysler ou en transmission américaine, et on aligne les véhicules le long du trottoir. On répare même en plein milieu de la rue. L'économie ne tourne pas et les privations sont grandes. On voit quelques boutiques, mais les Havanais n'en ont pas les moyens. Les gens sont rationnés pour les aliments de base. Voici leur ticket. Mais l'épicerie populaire est vide. En vente libre, rien. Un peu de viande réservée aux enfants de moins de 13 ans. Du pain et des oignons de porte en porte. On répare des chaussures, des montres, n'importe quoi pour vivre. Des CD de musique piratée, des téléphones usagés. Puis la chèvre qu'on a élevée sur le toit. Et on défend la révolution, on est fidèle ou on s'ennuie chez soi. Heureusement, il y a encore les touristes. On peut les promener, les faire danser, leur couper les cheveux, leur vendre des fruits devant Eldorado. On peut se faire photographier pour quelques sous. On essaie de vendre ses peintures, et quand on ne les vend pas, on les peint sur les murs. L'art,
certainement. Et un peu de politique, que la révolution fasse dégager Trump. Quel avenir pour les Cubains? Pour ceux-ci, l'avenir est en arrière. Pourtant, ils ont fait la révolution. Alors, ils l'ont faite pour rien? Ils l'ont faite pour leurs enfants. Cuba s'est donné 2 priorités, l'éducation et la santé. À voir cette belle jeunesse si saine, si polie et si bien éduquée, on ne peut qu'espérer. Si multicolore, si harmonieuse et si paisible, c'est cela le succès de Cuba. Et dans les yeux de Brenda et de son papa, tant d'amour et de fierté. Merci de nous avoir si bien accueillis.